Alors vous avez très certainement entendu tous parler du déclin de la biodiversité, couvert de plus en plus dans la presse. Notamment, la semaine dernière est sorti le bilan des 13 ans de la liste rouge en France, un outil pour classifier les priorités de conservation. Ce bilan fait lieu de près de 20% des espèces françaises classifiées comme menacées, dont 32% des oiseaux nicheurs dans ces catégories. Vous vous souvenez peut-être aussi des titres dans la presse en 2018, quand le Muséum et le CNRS ont communiqué largement sur le déclin inquiétant des oiseaux communs, notamment des milieux agricoles. Et vous vous posez peut-être la question, comment on fait pour savoir tout ça? Quels mécanismes permettent de générer ces connaissances et ces statistiques? Et la réponse, ou une des réponses, c'est le suivi des populations, une démarche scientifique pour évaluer l'évolution des populations d'une ou de plusieurs espèces au fil du temps, pour déterminer la tendance. Est-ce que l'espèce est en déclin, en croissance ou stable? Des fois on entend des commentaires comme ça, on voit bien qu'il y a bien moins d'oiseaux qu'avant, qu'il suffit de regarder autour de nous pour se rendre compte de ces déclins. Mais ce n'est que qualitatif, c'est assez flou, et cela ne me permet pas de mobiliser des actions en faveur de la protection des espèces et de la biodiversité. Les suivis de population sont donc quantitatifs, basés tout simplement sur des comptages. Avant de mettre en place un suivi de population, il est primordial de définir les objectifs, le pourquoi. Est-ce pour évaluer l'état de conservation d'une espèce, comme pour les listes rouges, pour mesurer l'efficacité des mesures de protection, comme les plans d'action de conservation, ou encore pour gérer des espaces protégés comme les réserves naturelles? Ces objectifs vont permettre de définir les paramètres du suivi. Quelles espèces faut-il compter? Où? À quelle échelle? Sur quels habitats? C'est différent si vous souhaitez gérer une forêt ou si vous voulez connaître l'état de la faune française. Puis il faut sélectionner les méthodes et les protocoles les plus adaptés. Mettre en place un suivi de population n'est donc vraiment pas trivial. Au cours de ces soirées, vous allez entendre certains mots de vocabulaire bien spécialisés. On parle notamment de représentativité pour un suivi. Par exemple, on entend des commentaires tels que celui-ci. Il y a plein d'oiseaux qui viennent à mes mâchoires, bien plus qu'avant. Il semble qu'ils aillent plutôt bien, non? Et ici, on a une personne qui regarde ce qui se passe dans un jardin, donc un point ponctuel dans toute la France, et extrapole ensuite à la faune entière. Clairement, les oiseaux d'un jardin ne peuvent refléter ce qu'il se passe sur tout le pays. On part donc d'une constatation très simple. Comme on ne peut pas tout compter, on compte un échantillon de la population. Et cet échantillon doit représenter la population qui nous intéresse. Cela nous renvoie donc à nos objectifs de suivi. Il s'agit donc d'éviter des biais et on procède souvent à un tirage aléatoire des échantillons. Par exemple, si on veut faire un suivi national des oiseaux communs, et c'est quand même un peu le thème de ce webinaire, il faut que les sites échantillonnés représentent la France, aussi bien en couverture géographique que pour les milieux et les habitats. Si on laissait les ornithoptères faire un suivi là où ils veulent, ils auraient peut-être tendance à aller des sites favorables aux oiseaux, parce que c'est plus sympa que de compter dans un champ de maïs. Mais du coup, on risque de surestimer les populations. On a introduit un biais. On fait donc un tirage aléatoire, et avec un peu de chance, ça tombe dans un coin sympa, ou alors, pas de chance, ça tombe dans un champ de maïs. Pour pouvoir calculer les tendances de population, il nous faut des protocoles standardisés. Cela nous permet d'obtenir des données comparables dans le temps et dans l'espace, et donc de minimiser les biais et ce qu'on appelle le bruit statistique. Concrètement, cela signifie que tout le monde doit compter de la même manière, utilisant la même méthode, retourner au même site à chaque fois, même période de l'année, la même période de la journée. Par exemple, si vous comptez un jour le matin tôt quand les oiseaux sont actifs et chantent, vous allez pouvoir en détecter beaucoup. Et si la fois d'après vous comptez dans l'après-midi quand les oiseaux sont moins actifs et sont donc moins détectables, vous allez avoir l'impression qu'il y en a moins. L'idée, c'est qu'on essaye de garder un maximum de paramètres constants afin de pouvoir mesurer seulement les variations de population. On parle aussi de tendance, de séries temporelles, de variations d'abondance, d'indice de population, d'abondance absolue ou relative, d'intervalle de confiance. Et parfois, tous ces termes peuvent porter à confusion. Voici un exemple de résultat obtenu par le stock pour la maison charbonnière. Il s'agit d'une série temporelle,
une suite de valeurs ordonnées dans le temps. Et donc sur l'axe des abscisses, en X, on a les années. En axe des ordonnées, il s'agit de l'indice de population relative à 2001. C'est une mesure de l'abondance relative calculée par un modèle statistique. Lorsqu'on fait des tendances, on n'est pas intéressé par l'abondance absolue, c'est-à-dire combien d'individus on a dans la population. Ce qui nous intéresse, c'est à savoir si ce nombre augmente ou diminue par rapport à une année donnée et quelle est l'amplitude de ce changement. On s'intéresse donc à l'abondance relative. Et cela est donné par la courbe bleue qui lie ces indices d'abondance annuelle. Ici, on a la variation annuelle d'abondance relative. Et on voit que ça fluctue. Certaines années sont meilleures que d'autres. Une meilleure météo, un meilleur succès reproducteur, une meilleure survie l'hiver précédent. Ce sont des informations intéressantes. Mais pour évaluer l'état de santé d'une population, ce qui nous intéresse, c'est le long terme, c'est donc la tendance. Et c'est donc notre courbe rouge, qui est un lissage statistique de ces fluctuations d'abondance relative. Ici, on peut voir que la tendance est positive. La population nationale de maisons charbonnières a une croissance de 7% de 2001 à 2019. Le bleu et le rouge plus clair nous donnent l'intervalle de confiance, une mesure statistique de l'incertitude des résultats. Plus l'intervalle est large, moins les résultats sont robustes, et inversement. Une bonne manière de réduire l'intervalle de confiance est d'augmenter le nombre d'échantillons, donc d'augmenter le site de comptage. Donc ici se conclut cette petite intro sur les concepts autour des suivis de population, qui vous sera peut-être utile au cours de ces 2 soirées. Ces 2 soirées, on va parler des suivis nationaux de population des oiseaux communs, des suivis protocolés dits spécialistes, car ils demandent des compétences ornithologiques un peu plus poussées. Mais ils sont tout de même à la portée de beaucoup car il s'agit d'espèces communes, donc pas besoin d'être un expert. On va donc couvrir le stock pour les oiseaux nicheurs, le STOM pour les communautés des milieux ouverts de montagne, le choc pour les oiseaux hivernants, l'observatoire rapace, qui n'a pas d'acronyme comme les autres, et on parlera aussi du dispositif EPOC, qui n'est pas un suivi, mais qui est développé pour répondre à la question importante de combien y a-t-il d'oiseaux en France. Et pour finir, on parlera de l'atlas ODF, Oiseaux de France, qui valorise les données produites par tous ces dispositifs. Restez donc avec nous pour découvrir ce qui se cache derrière tous ces acronymes.